Merci. Je vais sans plus tarder passer tout de suite la parole au professeur Pastoret, membre de l'Académie de médecine et professeur émérite de la faculté vétérinaire de l'Université de Liège, qui va nous entretenir plus avant du réservoir animal du virus Ebola. Je vous en prie. Merci pour cette introduction, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs. Donc, je vais essayer de vous entretenir rapidement de ce qu'on pense comme source sauvage du virus Ebola. Et je serai amené à répéter peut-être certaines choses qui ont déjà été dites. Et tout d'abord, je voudrais présenter ça dans le contexte, le nouveau contexte de One World, One Health. Actuellement, on parle plutôt de One Health, une seule santé. Et dans ce contexte-là, donc, on essaie de regrouper disons, ce qui concerne la santé publique, la santé animale et la santé environnementale. Et vous verrez que, en fait, avec Ebola, on se trouve dans une parfaite illustration du contexte. Et j'en profiterai aussi pour parler, faire un petit détour par l'infection par le virus Nipah, parce que là, on en sait déjà plus concernant la sauce sauvage, et c'est un magnifique exemple là de ce nouveau concept d'une seule santé. Alors le virus Ebola, on en a déjà parlé, c'est famille des filoviridae, genre Ebola-virus, 5 espèces qui ont été déjà mentionnées. Et voilà donc l'image classique du virus Ebola. Parmi les espèces de virus Ebola qui sont particulièrement pathogènes pour l'homme, ça a été mentionné aussi, donc on a le SUDV, les bovets, les BOV et le BDBV, et qui sont responsables d'épidémies comme c'était déjà illustré aussi auparavant. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est qu'en dehors de ces épidémies, il y a aussi des épizooties. Et des épizooties qui peuvent être extrêmement meurtrières. On sait que EBOV a été responsable, notamment au début du deuxième, disons vers l'an 2000, et puis avec une très forte poussée en 2007-2008, dans les populations de chimpanzés, Panthroglodites, de gorilles de l'Ouest, gorilla, et principalement à la frontière entre la République du Congo et du Gabon. Les populations de gorilles de l'Est, donc vous savez qu'elles sont quand même assez éloignées, n'ont pas été touchées, de même que les populations de bonobos, qui est donc une autre espèce de chimpanzé. Mais ces épizooties ont été particulièrement meurtrières. En 2007-2008, on comptait ce qu'on a pu recenser de l'ordre de 5000 gorilles morts d'Ebola. Donc ici, je vous présente le chimpanzé et bien sûr le gorille de plaine, à distinguer quand même un peu du gorille de montagne. Une autre espèce joue un rôle tout à fait particulier, c'est le céphalope forestier, dont je vais vous présenter une photo. En fait, il y a beaucoup d'espèces de céphalopes, plus d'une dizaine, et qui sont assez uniformément réparties en Afrique. Et ceci, la diapositive suivante vous montrera où se situaient principalement les épisodes de mortalité chez les animaux. Avec ici pour vous montrer l'implication différente des gorilles de plaine, donc de l'Ouest, des chimpanzés et des céphalopes. Alors ici, je vais faire une petite incursion, avant d'entrer dans le vif du sujet, au niveau de la biodiversité. En me concentrant bien sûr sur les vertébrés, on connaît actuellement plus de 60 000 espèces de vertébrés, parmi lesquelles plus de 30 000 poissons,
plus de 6000 espèces d'amphibiens, 9000 espèces de reptiles, mais je vais me focaliser, plus de 9000 espèces d'oiseaux, mais je vais me focaliser sur les espèces de mammifères. C'est intéressant parce que pour les mammifères, on pense qu'on est à peu près au bout de l'inventaire, notamment grâce à des techniques de génotypage. Donc avant, on se contentait du phénotypage, maintenant on en est arrivé au génotypage, et grâce au génotypage, on en arrive actuellement à 5416 espèces. Et ceci, c'était le dernier inventaire complet des espèces de mammifères. Ce qui est remarquable, et c'est là que je veux en venir, c'est que cet inventaire contient 2277 espèces de rongeurs, c'est-à-dire 42% des espèces reconnues, et il contient, et ça c'est peut-être encore plus intéressant d'une certaine façon, il contient 1116 espèces de chiroptères, c'est-à-dire 20,6% des espèces reconnues, et parmi lesquelles se trouvent bien sûr les chauves-souris frugivores. Et on va y arriver tout de suite. On a essayé bien sûr, depuis le début presque, de trouver quelle était l'origine zoonotique du virus Ebola. Et il y a eu une première enquête avec 37 000 animaux capturés en Afrique centrale, et on a trouvé de temps en temps des fragments du génome de EBOV, d'abord identifiés chez 2 espèces de rongeurs, Mus musculus et des espèces de Praomys, et une espèce de musaraigne. Mais ces résultats ne sont pas concluants. Et ceci, par contre, on a poursuivi l'investigation et on a trouvé, donc détecté de l'ARN viral et de IgG anti-EBOV chez 3 espèces de chauves-souris frugivores, dont vous avez ici les noms, et c'est une carte qu'on a déjà présentée auparavant, et voici leur répartition. Donc vous voyez que c'est bien réparti en Afrique de l'Ouest. Et ceci, c'est pour vous montrer à quoi peut ressembler une chauve-souris frugivore, et elles peuvent se rassembler dans certaines conditions, elles se rassemblent en population très large. En fait, ici, cette photo a été prise au Bangladesh, donc, mais c'est tout à fait analogue à ce qu'on peut observer en Afrique. Et on a essayé à nouveau de faire une enquête sérologique en Afrique de l'Ouest, et on a trouvé dans ce cas-là 4 espèces positives, et encore une fois on retrouve les mêmes 3, disons, suspects, les 3 espèces les plus suspectes. Et comme je vous l'ai annoncé, je vais faire une petite incursion maintenant dans l'infection par le virus Nipah, qui a été trouvé pour la première fois en Malaisie. Et je vais vous décrire la séquence des événements, parce qu'il y a beaucoup d'analogies avec ce qui se passe avec le virus, probablement avec le virus Ebola. Tout d'abord, on a assisté à une déforestation et une modification des écosystèmes. Notamment, par exemple, on a installé des agrocombinats de porcs tout près de vergers où se trouvaient des chauves-souris frugivores. Puis, il y a eu une dispersion des chauves-souris infectées par le virus Nipah, contamination des élevages de porcs, puis contamination de l'homme par les porcs. Je crois qu'il y a eu de l'ordre de 100 mortalités, mais on est intervenu, comme il s'agissait d'une espèce domestique, on est intervenu très rapidement par l'élimination des porcs infectés, et vous verrez que vous verrez enfin, par la suite
que ça s'est fait dans des conditions parfois assez dures. Donc, élimination des porcs infectés, et actuellement, on a contamination de l'homme par les chauves-souris frugivores directement. En réalité, j'essaierai de vous montrer qu'il y a, en fait, avec les chauves-souris frugivores aussi, l'émergence de viande de brousse. Et l'exemple du Nipah, je l'ai pris parce que c'est pour moi, une parfaite illustration du concept d'une seule santé. Et alors on retourne un peu ce que j'avais dit tantôt, qu'on parlait de santé publique, de santé animale, santé environnementale. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut d'abord se préoccuper de la santé environnementale, puis de la santé animale, et enfin de la santé publique. Alors je vous avais dit que les porcs avaient été éliminés dans des circonstances parfois assez dramatiques. Et alors ceci aussi, c'est une photo prise au Bangladesh, où vous voyez ici, ce sont des chauves-souris frugivores qui sont directement consommées par l'habitant. Alors pour en revenir, et en plus de ça, il y a un mode, on essaie de recueillir la sève des arbres, et en recueillant la sève des arbres, elle est souvent contaminée par des déjections des chauves-souris frugivores, ce qui aussi entraîne des contaminations humaines. Alors j'en termine avec Nipah, et j'en reviens à Ebola. Et on a actuellement, au moins, voilà ce que l'on suppose actuellement pour expliquer le cycle biologique naturel du virus Ebola. Donc ici, vous avez l'arbre qui représente le refuge, comme je l'ai montré tantôt, des chauves-souris frugivores, qui vont contaminer, et parfois dans des dimensions extraordinaires, puisque on a eu, par exemple, pour les gorilles, il y a eu certaines populations qui ont été complètement éteintes du fait de l'Ebola. Et ça date déjà d'un certain nombre d'années. Ce qui est le plus dangereux, ça me paraît être le céphalope. Puis, après ça, vous avez éventuellement une contamination de l'homme, mais ce n'est que suggéré directement par les chauves-souris frugivores, mais plus vraisemblablement par un autre intermédiaire, et dans le cas présent, c'était surtout les chimpanzés, les gorilles et le céphalope. L'étape 3, donc, c'est la contamination humaine, et puis contamination interhumaine. Et quelles sont donc les principales sources de contamination humaine par le virus Ebola? C'est avant tout la consommation de viande de brousse. Ça a été vraiment un des points de départ. Puis contamination interhumaine, et comme on l'a rappelé précédemment, aussi les rites funéraires. Et c'est simple, je vais en terminer par vous montrer un exemple de chasseur qui ramène de la viande de brousse. C'est une photo qui a été prise au Soudan, et on m'a demandé d'essayer d'abréger ce que je vais faire, et donc je vous remercie pour votre attention.